Et donc, commencer peut-être bêtement par des propos québécois. Je me réfère à un vieux papier de Vargas et collaborateurs paru dans la revue d'épidémiologie de santé publique en l'an 2000. C'est vous dire si je suis vieux. Enfin, je n'ignore pas que ensuite, il y a eu d'excellents traités sur l'évaluation en santé d'Astrid Broussel et collaborateurs, par exemple, et puis il y a d'autres ouvrages, à commencer par celui d'Éric Breton à l'EHESP et tant d'autres. Donc, mes repères sont que l'évaluation, ça sert fondamentalement à porter un jugement de valeur. Jugement de valeur. Ça commence fort, hein, sur une intervention. Alors, on peut élargir, il me semble, au service et aux politiques. Mais que pour ça, on s'appuie sur un dispositif qui permet de recueillir des données, qui permettent de produire des informations à la fois scientifiquement valides et socialement légitimes. Pour les chercheurs, je pense qu'il y a matière à interrogation. Et donc, l'évaluation porte sur l'ensemble de l'intervention ou sur une partie. Mais en tout cas, l'ambition, c'est bien que les acteurs, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, concernés, il est précisé par les auteurs qu'ils peuvent avoir des champs de vision différents, c'est très important, soient en mesure de prendre position sur l'intervention et de construire un jugement, j'ai envie de dire leur jugement, qui puisse se traduire en action. Vous voyez d'emblée le lien avec la table ronde qui conclura cette journée et le lien entre la recherche et l'aide à la décision. Et là, je me permets une incise à la Philippe Gilbert pour insister sur le fait que pour qu'une information aide à la décision, il faut qu'elle corresponde aux attentes du décideur. Et je ne suis pas sûr, pour le dire du haut de mes cheveux blancs, que toutes nos actions d'évaluation soient pensées en fonction des besoins, j'ai dit je devrais dire des décideurs, puisque les communications qui vont suivre vont nous montrer la pluralité de cet ensemble de décideurs qui vont depuis le plus haut niveau de l'État jusqu'aux acteurs de terrain, en passant par ceux qui leur donnent les moyens, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, d'agences régionales de santé, mais aussi de dispositifs d'action sociale et bien d'autres. Vous voyez déjà l'évaluation comme carrefour de points de vue, quelque part, qui s'appuie, j'y insiste, certes sur une information scientifiquement valide, mais également légitime du point de vue des différentes parties prenantes. Alors, vous savez que l'évaluation a plusieurs finalités. J'apprécie la catégorisation québécoise cognitive, voilà. Savoir ce qu'il en est, hein, simplement d'intervention, même sans jugement de valeur, puisque d'emblée, la forme qui suit, c'est l'évaluation qu'on qualifie de normative, et là, qui consiste à porter un jugement de conformité. Est-ce que c'est bien ce qui était attendu pour des coûts maîtrisés, avec les effets escomptés? Donc là, on est plus dans une évaluation sommative, c'est-à-dire on relève les compteurs à la fin, et ceux qui sont en position de juger ont les informations pour situer l'intervention par rapport à leurs critères, et notamment les financeurs. Personnellement, c'est les deux formes d'après qui m'intéressent plus. Euh, L'évaluation instrumentale, qui a une vision de transformation des pratiques ou des organisations ou des politiques. Mais pour ça, il faut que l'information produite par l'évaluation soit suffisamment, je vais faire un néologisme, vous me pardonnerez, actionnable pour que l'évaluation ait réellement une portée instrumentale. Et là encore, il ne va pas de soi pour l'évaluateur, notamment quand il est chercheur,
de se mettre dans la peau de l'acteur ou du décideur et d'imaginer quelle information serait pour lui actionnable. Et puis la dernière forme d'évaluation, c'est l'évaluation qu'on qualifie de démocratique. Alors Dieu sait si on galvaude le terme de démocratie sanitaire en ce moment, que pas franchement d'ailleurs à la fête, en période de pandémie, mais l'enjeu c'est bien qu'on puisse donner à voir des informations suffisantes, ça peut même s'appeler rendre des comptes, hein, pour provoquer des débats, et des débats qui vont jusqu'à est-ce que vraiment c'était bien nécessaire, jusqu'à est-ce que c'est comme ça qu'il fallait s'y prendre, ou oui, certains s'y retrouvent, mais vous laissez beaucoup de monde sur le bas-côté. Du coup, un des débats qui anime le monde de l'évaluation, c'est faut-il privilégier l'approche normative ou l'approche de recherche que j'ai qualifiée, puisque je suis cité dans un des papiers, de compréhensive, celle qui vise à comprendre comment ça marche. Et puis je vais rajouter tout de suite pour qui, dans quel contexte, à quelles conditions. Et les connaisseurs de l'évaluation pragmatique reconnaîtront ce que je viens de nommer implicitement. Mais d'un côté, on s'intéresse, on va dire, aux effets et aux effets attendus. De l'autre, on s'intéresse aussi aux impacts, c'est-à-dire à l'ensemble des effets et aux relations qu'il y a entre la façon de conduire une intervention et justement son impact. Alors du coup, dans ce cadre-là, je crois que c'est important qu'on se rappelle, nous chercheurs, qu'il y a différents niveaux d'efficacité. Il y a le niveau théorique. Écoutez, d'après la littérature, ça devrait marcher. Et c'est très important, et ça renvoie dans la littérature québécoise à ce qu'on appellerait un modèle logique. C'est pas constant que les acteurs se lancent avec une vision précise et argumentée. Certains voudraient même qu'elle soit basée sur des faits probants. Personnellement, je doute de la possibilité de baser toutes nos interventions sur des faits probants. Ça voudrait dire que la littérature est beaucoup plus développée que ce qu'elle n'est et qu'elle ne pourra l'être, puisque nombre de situations sont spécifiques. Mais bon, théoriquement, ça devrait marcher. Sandrine Yoret va nous dire oui, d'accord, vous êtes mignon, mais faisons la preuve que ça marche. Et le modèle dominant dans ce pays, et le modèle de la recherche clinique, est en clair, avec son gold standard, l'essai randomisé. Et on va avoir un très bel exemple qui nous sera présenté. Mais le médecin de santé publique que je suis s'intéresse aux étapes d'après aussi. Bien sûr, il s'intéresse à l'efficacité, mais il s'intéresse à l'efficacité une fois qu'une intervention en utilisation de routine, on appelle ça l'efficacité d'utilisation, ce qui nous qui est considéré de réduire les inégalités de santé. Ce qui va questionner l'évaluateur, ça va être ce qu'on appelle l'efficacité populationnelle, c'est-à-dire, si je m'exprime de manière très triviale, est-ce que tout le monde en bénéficie? Et j'ai lu, j'ai pas pu regarder les exposés de ce matin, mais j'ai vu qu'il y avait des débats sur l'universalisme proportionné, dont on croit encore trop souvent que c'est juste une question de dose. Les plus pauvres, il suffit d'en donner plus, alors que bien évidemment, il s'agit aussi de leur donner éventuellement plus, mais surtout d'autres modalités qui permettent un mécanisme général d'efficacité de l'être pour ceux qui sont le plus dans le besoin. 13h45, j'ai encore 5 minutes pour vous dire que ces questions sont aussi agitées, bien évidemment,
pas seulement dans le monde de la santé, dans le monde de la pédagogie depuis bien plus longtemps que chez nous, dans le monde de l'expérimentation sociale. Je ne résiste pas à vous citer un document de l'Agence nationale des solidarités actives de 2014 qui s'intéresse à l'évaluation d'impact, qui nous invite à combiner méthodes quantitatives et qualitatives. Je cite, le QALY permet de comprendre le dispositif tel qu'il a été vécu par les bénéficiaires et les professionnels, et puis qui nous invite, c'est trivial pour la majorité de l'assistance, je pense, à des évaluations de processus, et il est dit que l'évaluation qualitative comme l'évaluation de processus facilite généralement l'interprétation des résultats obtenus par les méthodes quantitatives. Bref, voilà, je plaide pour les méthodes mixtes. C'est un lieu commun dans cette audience, j'imagine. Mais bon, on n'oublie pas que le titre, c'est Inégalité sociale de santé, et donc on a compris qu'il faudra s'intéresser aux stratégies liées au contexte pour lutter contre la distribution inéquitable des déterminants structurels et intermédiaires de santé, et donc d'inégalité de santé, à l'importance des actions intersectorielles et l'importance de la participation et de l'amélioration du pouvoir d'agir, et notamment des personnes concernées, mais aussi de ceux qui interviennent auprès d'elles. Et donc, du coup, je terminerai cette intervention d'ouverture en rappelant qu'on saute peut-être un peu vite dans notre programme et dans notre façon de travailler de la séance 1, qu'est-ce qu'on sait des déterminants, notre séance, qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité des interventions. Entre les deux, il y a quand même des gens qui ont conçu des interventions, des façons de les mettre en œuvre, j'insiste, modèle logique, modèle opérationnel, et que tout ceci ne va pas de soi. Tout ceci suppose un effort de formation qui me semble personnellement sous-dimensionné dans ce pays, et que même des professionnels formés ont besoin d'un accompagnement de qualité. Là aussi, je rejoins des échanges avec Philippe Gilbert. En gros, c'est pas magique, même si il est censé exister des données probantes. Éric Breton de l'École des hautes études en santé publique, effectivement accompagné de Yann Lebaudot, également de l'HSP. Alors, grand merci, comme je disais, donc à l'IRES pour cette invitation et à Mesdames Marielle Roumer et Madame Rotzen pour leur patience, donc parce que c'est pas toujours facile gérer des gens comme nous. Alors, voilà, et je tiens à remercier évidemment tous nos contributeurs à l'étude Clotaire, les gens qu'on a interviewés, les gens qui ont fait partie de notre comité de pilotage, et ainsi de suite. Alors, donc, le consortium Clotaire, donc, qui est à la base de cette étude-là, on est plusieurs structures, plusieurs labos impliqués. Vous avez la liste ici, on a un peu un petit côté international avec aussi l'Université de Montréal. On a donc énormément de profils très différents. On a des sociologues, des gens en santé publique, on a donc des gens en santé environnement. Donc, c'est un consortium très, très divers. Nous avons un site web aussi qui a été mis sur pied pour ça. Alors, en guise d'introduction, je vais parler de l'action locale en santé et les inégalités sociales de santé. En fait, quand on regarde la littérature sur les 4 principaux facteurs de risque des maladies, de la mortalité, de la morbidité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte insistance sur le fait que les actions qui sont menées doivent inclure à la fois des actions sur les individus, les facteurs individuels, et aussi sur les facteurs environnementaux. Et c'est très important de voir des actions sur les facteurs environnementaux parce que, évidemment, si on se limite uniquement à des actions sur les caractéristiques les facteurs individuels ou facteurs intra-individuels, on est à très haut risque d'accroître les inégalités parce que derrière ces facteurs-là, ben, il y a un besoin de ressources qu'on doit activer pour être capable par exemple, d'adopter un meilleur niveau d'activité physique. Et les ressources qui permettent ça sont mal distribuées dans nos sociétés.
L'autre chose, c'est qu'on voit bien le rôle, l'importance de l'échelon local, donc dans la prévention de ces facteurs de risque-là. On voit qu'effectivement, des interventions peuvent se renforcer en mettant sur différents niveaux de gouvernance. Et l'autre chose, c'est évidemment l'importance d'une approche intersectorielle. Donc, c'est une approche qui permet effectivement de travailler sur des problèmes complexes. Et donc, on parle évidemment ici de la perspective de la santé dans toutes les politiques. Alors, et donc, sur la question des ISS, c'est un grand point de départ de l'enquête Clotaire, c'est cette injonction donc de l'OMS à travers le rapport de sa commission sur les déterminants sociaux de la santé, qui disait bien que si on veut réduire les inégalités sociales de santé de façon significative, il fallait effectivement s'intéresser aux conditions quotidiennes d'existence. Et donc, ça devient une cible, hein, donc d'améliorer ces conditions quotidiennes d'existence. Alors, les contrats locaux de santé dans le projet, ben, en fait, on s'est intéressé à ce dispositif parce que il porte en lui un certain nombre de promesses. Et nous, ce qu'on voulait voir, c'est un peu si ces promesses-là étaient vraiment réalisées. Alors, je vous rappelle que les contrats locaux de santé ont été développés, sont apparus dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la loi, c'est vraiment un objet très mineur de la loi. Il n'y a que quelques lignes qui sont dédiées à ce dispositif-là. Ce qui laisse, en fait, donc le législateur a laissé une très grande marge de manœuvre dans le déploiement des contrats locaux de santé. Tout ce qu'on lui dit, finalement, c'est qu'effectivement, il devrait intégrer des actions, hein, promotion de la santé, prévention, soins et médico-social. Autrement, c'est très, très limité. Évidemment, les ARS peuvent décider d'être un peu plus cadrant hein, sur ce qu'est un contrat local de santé, mais autrement, c'est plutôt large. Ce qui veut dire pour nous, donc quand on a commencé le projet en 2016, on était devant un objet d'étude qui était susceptible qui est multi-thématique, donc qui, effectivement, par les signataires qui l'engagent, est susceptible d'être dans l'intersectorialité. Et ben, comme on précise peu comment il doit être déployé, ben on se dit qu'il est fort possible que ce dispositif puisse s'adapter de façon plus étroite aux besoins locaux. Et là, on voit aujourd'hui hein, que les contrats locaux de santé non seulement se poursuivent dans le temps depuis 2009, mais que effectivement le législateur est en train de voir l'importance de poursuivre sur cette voie, entre autres avec le PNNS 4. Alors, l'étude Clotaire, elle visait à quoi? Ben, elle visait à répondre à un certain nombre de questions. Alors, des questions notamment sur est-ce que c'est un dispositif qui produit de l'action dans le champ de la prévention-promotion de la santé? Est-ce que c'est un dispositif, quelles sont en fait les stratégies de mobilisation? Quel type comment ce dispositif peut améliorer les capacités d'action des acteurs locaux? Et on s'interrogeait aussi sur le rôle que jouent les agences régionales de santé dans le soutien et le cadrage de ces dispositifs. Alors, on s'est doté de 4 chantiers. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des résultats du chantier 1. Donc, le chantier 1 portait effectivement à répondre à la première question. Hein, est-ce que ce sont des dispositifs qui portent la prévention, promotion de la santé et de quelle manière hein, caractériser ce portage. On a le chantier 2 qui était vraiment d'essayer de comprendre le pourquoi et le comment des CLS en sélectionnant quelques cas pour les étudier en profondeur. Chantier 3 était effectivement sur les politiques régionales de santé en lien avec ces CLS. Et chantier 4 était dans le fond, la capacité qu'on s'est donnée de transfert de connaissances et de diffusion des résultats, entre autres à travers un comité stratégique. Alors voilà, donc maintenant on va passer aux résultats sur le chantier A qui vont vous être présentés par Yann Lebaudot.
et qui a été coordonnateur donc de l'étude Plotter. Oui, merci Eric. Bonjour à toutes et tous. Donc sur le résultat du chantier 1, le premier travail en fait sur le portrait des contrats locaux de santé qui avait été signé a été déjà de faire un inventaire de ces contrats. Il n'y avait pas de Quand on a démarré l'étude, il n'y avait pas d'accès, nous n'avions pas d'accès à cet inventaire. Donc pour cela, nous avons contacté les agences régionales de santé et parfois aussi des collectivités lorsque cela était nécessaire pour faire le tour des régions et voir quels avaient été les contrats qui avaient été signés depuis le démarrage, donc en 2009 de la loi. Et donc, si tu peux cliquer, Eric, s'il te plaît, pour afficher le texte. Donc, il y a eu effectivement 397 contrats qui ont été repérés comme étant signés au 31 mars 2018. C'est le moment auquel nous avions dû arrêter notre inventaire pour pouvoir ensuite travailler à partir de ce matériel. Et pour étudier le contenu, nous avons fait le choix de se concentrer sur un échantillon, une sélection récente de contrats qui avait été signés un peu plus récemment à partir de 2015 et dont nous avons identifié 165 contrats à travers la France. Pour ensuite travailler à partir de ce matériel, nous avons fait un échantillonnage de ces 165 contrats pour en avoir une diversité à l'échelle de l'ensemble du territoire, à raison minimum de deux contrats par région, et en complétant cet échantillon par davantage de contrats en fonction du nombre, en fonction de leur prévalence de signature dans les différentes régions. Donc, on est arrivé à un échantillon de 53 contrats. Pour les caractériser, nous avons développé une grille de codification qui se voulait d'une part comme étant descriptive des conditions dans lesquelles ces contrats avaient pu être élaborés, donc sur des variables un peu plus structurelles, sur les partenaires, les signataires, les conditions de coordination, les caractéristiques du territoire sur lequel était signé le contrat. Et puis, d'un autre côté, des variables qui, elles, étaient plus des variables dépendantes ou résultats en termes de planification d'action. Donc, on s'est intéressé finalement au plan d'action qui était contenu dans ces contrats, de manière à caractériser finalement les domaines dans lesquels ces actions pouvaient être catégorisées, selon qu'elles touchaient aux différents ensembles qu'Éric Breton mentionnait tout à l'heure comme étant des domaines dans lesquels le CLS peut agir, c'est-à-dire allant de la prévention, de la promotion de la santé, jusqu'à l'accompagnement médico-social et l'accès aux soins et le développement de l'offre de soins et services de santé. Donc rapidement sur l'outil de codage, en fait, nous avons développé cet outil avec l'équipe et nous avons donc caractérisé les 53 contrats. On peut voir que sur notre échantillonnage, sur les 53 contrats, donc il y avait effectivement, tu peux passer à la diapositive suivante. Merci Eric. Il y avait donc beaucoup de CLS qui avaient été signés en 2015. C'est lié aussi à la temporalité des projets régionaux de santé, puisque nous étions à l'approche de 2018 et un comptage arrêté au 31 mars à la veille de beaucoup de nouveaux projets régionaux de santé. Et l'échantillon était en grande partie constitué de CLS de première génération, ce qu'on appelle les CLS de première génération, c'était la CLS qui était signée pour la première fois entre l'ARS et la collectivité territoriale. On en est maintenant en 2021 à pas mal de CLS qui sont maintenant même de troisième génération pour ceux qui avaient démarré très tôt. Si j'en viens maintenant à d'autres, on s'est intéressé également parce qu'on sait que le contrat local de santé est un dispositif d'animation territoriale qui n'arrive généralement pas sur un terrain vierge puisqu'il y a déjà d'autres dispositifs d'animation territoriale dans le domaine du social et de la santé qui peuvent préexister. Donc, on souhaitait savoir aussi, parce qu'on savait d'après la littérature que cette historique, cette culture de santé publique au niveau local pouvait participer de la décision de mettre en place un contrat local de santé et de l'élaborer et de le mettre en œuvre. On a donc essayé de repérer s'il y avait d'autres dispositifs d'animation territoriale préexistants. Et on a notamment vu à cette occasion qu'il y avait une interface qui semblait assez importante avec la politique de la ville, notamment soit par le biais donc dans le cadre des contrats de ville, anciennement aussi appelés contrats urbains de cohésion sociale, et donc l'action spécifique qui en découle dans les quartiers prioritaires de la ville, les QPV,
On s'est aperçu qu'il y avait donc beaucoup de contrats locaux de santé qui faisaient état de cette préexistence. Et parfois, dans certains cas, quand il y a contrat de ville, il y a aussi atelier santé-ville. Donc, dans près de la moitié de notre échantillon, c'était le cas. Et pour dire quelques mots de l'enquête de terrain que l'on a pu réaliser aussi auprès des acteurs, que ce soit régionaux ou locaux, on voit qu'il y a une grande diversité de configurations locales dans l'interface entre les contrats locaux de santé et les contrats de ville ou ateliers santé-ville, et que cela peut participer de l'action qui va être déployée pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quelques exemples notamment, on sait que le contrat local de santé est un dispositif qui n'est pas obligatoire, qui est sur une base facultative. Et donc, la décision de mettre en place un contrat local de santé va varier selon les configurations territoriales. Les agences régionales de santé aussi vont avoir différentes stratégies pour aller chercher de potentiels signataires de contrats locaux de santé ou au contraire répondre aux sollicitations qui leur parviennent. Donc, on voit aussi que là, il peut y avoir aussi de la variation. Et au sein même d'un contrat local de santé, on voit aussi que selon les CLS, il y a différentes approches pour s'attaquer aux inégalités sociales de santé. Et parmi ces approches, il y a notamment la possibilité donc d'avoir des actions communes ou des actions partagées entre le CLS et les actions portées par les ateliers santé-ville. Donc une interface qui peut être plus ou moins importante selon le cas et qui est très clairement apparue dans l'enquête de terrain. On peut passer à la diapositive suivante, Eric, merci. Alors, on a aussi donc regardé quels étaient finalement les domaines d'action qui apparaissaient le plus dans les contrats locaux de santé. Et l'histogramme que vous voyez en bleu représente les actions, la proportion d'actions par contrat local de santé qui abordaient donc des thématiques qui relevaient soit des déterminants sociaux de la santé, de la prévention, de la promotion de la santé et de la prévention primaire des maladies, donc impliquant des acteurs, des professionnels de santé. On voit que c'est donc la majorité des actions, une grande majorité, la plupart des actions qui abordent donc ces aspects-là, ce qui confirme d'une certaine manière que le contrat local de santé est utilisé pour planifier une grande partie d'actions dans ce domaine-là, même si dans l'encadré, l'histogramme, la barre orange, on voit aussi qu'une grande partie de ces contrats locaux de santé aborde des thématiques qui relèvent davantage de la prévention secondaire ou primaire des maladies, l'accompagnement médico-social et aussi l'offre de soins et de services de santé. Une petite minorité aussi de contrats comportent comportent une petite proportion d'actions qui visent aussi de manière très transversale à renforcer les capacités des acteurs dans l'ensemble du dispositif, que ce soit par de la formation, de l'évaluation ou d'autres activités transversales qui visent à renforcer la gouvernance, par exemple, du contrat. Ensuite, pour regarder un peu plus en détail ce qu'il y avait dans l'histogramme bleu, donc c'est-à-dire promotion de la santé, on a regardé les thématiques qui ressortaient le plus fortement dans les contrats locaux. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait notamment dans la plupart des contrats des actions qui touchaient aux circonstances de vie psychosociales et aux conditions de vie socio-environnementales. Et donc, on voit là ici une thématique forte des contrats locaux de santé qui fait le lien avec l'action locale dans le domaine social et de santé qui touche aux prérogatives des collectivités, que ce soit communes, communautés de communes ou aussi des partenaires qui peuvent prendre part à la réalisation ou au portage de certaines actions. Et finalement, on voyait un peu moins de CLS qui avaient des fiches actions qui touchaient à proprement parler des déterminants sociaux de la santé. Même si, en l'occurrence, ici, il y avait aussi pas mal d'actions qui impliquaient des acteurs de santé en prévention primaire et promotion de la santé. On s'est aussi intéressé par rapport à ce que disait Éric Breton en introduction sur les 4 facteurs de risque, donc alimentation, activité physique, alcool ou tabac, à la proportion d'actions pour chacune de ces thématiques qui touchaient tantôt les individus ou tantôt les environnements. On s'est rendu compte que pour les 4 facteurs de risque, il y avait encore davantage d'actions qui avaient une approche qui était davantage de l'ordre de la sensibilisation, de la communication et de l'éducation des publics cibles, avec tout de même quand même une proportion intéressante d'actions qui avaient des composantes qui visaient l'environnement dans lesquels les bénéficiaires, les individus évoluent, même si on remarquait que c'était souvent l'environnement proximal des bénéficiaires qui était ciblé, que ce soit la famille, l'entourage social ou éducatif,
ou même professionnelles quand ce sont des actions qui visaient les soignants qui eux-mêmes ensuite pouvaient intervenir auprès des bénéficiaires. Un exemple pour l'activité physique qui était une thématique quand même intéressante de ce point de vue-là, qui dans la diapositive suivante effectivement montre le détail des actions que l'on pouvait retrouver. Alors vous voyez en jaune les actions plutôt à composante individuelle, donc sur les 53 CLS, beaucoup avaient des actions qui en matière d'activité physique touchaient l'information, la sensibilisation, l'éducation du public, ou encore l'intervention de professionnels de santé dans un contexte clinique. Mais vous voyez aussi en gris apparaître des actions qui vont davantage toucher les environnements de vie, par exemple pour développer une activité physique, l'offre d'activité physique de loisirs sur le territoire, ou encore pour réaménager les infrastructures en faveur du potentiel piétonnier, du transport actif, ou encore des espaces verts sur le territoire. Il y a 2 minutes pour terminer. Oui. On a aussi vu qu'il y avait à peu près entre 30 et 40% sur ces 4 thématiques d'actions qui mentionnaient aussi une préoccupation pour l'équité en santé ou la réduction des inégalités sociales de santé, ce qui rejoignait aussi souvent les fiches actions qui étaient déployées lorsqu'il y avait une politique de la ville qui concernait le territoire, les quartiers prioritaires. Ici, une carte qui représente aussi, on a regardé plus particulièrement les actions qui touchaient plus particulièrement l'accompagnement médico-social et l'offre de soins et services de santé. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait aussi une interface dans ces actions avec d'autres secteurs qui montraient une préoccupation pour les inégalités sociales qui pouvaient être associées à ces composantes-là. Et on a vu notamment que dans les interventions qui visaient l'offre de soins et services de santé, il y en avait beaucoup qui concernaient et qui travaillaient de main dans la main avec les acteurs de l'action sociale, pour notamment, par exemple, travailler sur l'accès aux droits et aux soins des publics vulnérables, encore pour aider, oui, c'est la diapositive suivante, Eric, s'il te plaît. Ouais. Pour aider aussi à prévenir l'isolement des personnes en situation de vulnérabilité, ou encore pour développer la paire aidance et aider les aidants naturels à venir en aide aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, en conclusion, peut-être sur ce volet-là, Eric. Ouais. Pardon. En conclusion sur ce volet-là, pour dire qu'on a vu effectivement dans les contrats locaux de santé qu'il y avait une forte composante prévention, promotion de la santé dans la planification des actions, avec un lien en particulier sur l'action sociale qui montre bien la volonté de travailler sur les publics vulnérables, sans nécessairement toucher les déterminants qui sont en amont de la production des inégalités de santé, donc sur le plan social. On avait aussi qu'il y avait un fort potentiel d'enjeux d'articulation intersectorielle pour développer une approche de santé dans toutes les politiques, notamment dans l'interface qu'on a pu voir avec la politique de la ville, mais aussi avec des dispositifs d'action coordonnés dans le domaine du soin. Simplement dire aussi, par rapport aux propos introductifs de M. Lombrail, que le projet n'avait pas été pensé comme une évaluation, mais plutôt comme une investigation qui visait plutôt à confirmer ou infirmer la présence ou l'absence de caractéristiques d'un dispositif, entre autres susceptibles de réduire les inégalités sociales de santé. Et puis simplement préciser sur les limites du travail, qu'on a travaillé sur en grande partie pour ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, une base documentaire, avec un matériel très hétérogène. Le contrat local de santé est vraiment un dispositif qui est très flexible, comme le disait Eric Breton en introduction. Et donc, du coup, il y a eu ce travail-là à faire de calibrer finalement ce que l'on observait, malgré la grande différence que l'on pouvait observer d'un contrat à un autre. Voilà. Eh ben, comme mes prédécesseurs, je tenais à remercier également l'IRESP pour son invitation à partager aujourd'hui ces travaux autour effectivement de la petite enfance. Je tiens à excuser d'abord Karine Simard, avec qui je devais co-présenter, avec qui on copilote ces travaux, puisqu'on est là aussi sur des travaux en cours qui s'intéressent effectivement à la petite enfance dans une définition large, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe autour des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille. Donc une recherche qui a pu être initiée grâce à un financement de l'IRESP obtenu sur l'appel à projet 2017.
donc avec, et on le verra par la suite, différentes dimensions. Préciser, je dirais, par rapport effectivement à la thématique aussi de la session, que ce travail de recherche n'a pas été initialement pensé comme une évaluation des politiques publiques, puisque là, en l'occurrence, on va effectivement s'intéresser à ce qui se joue au niveau territorial autour de la petite enfance. Donc l'idée n'était initiale, et elle n'est toujours pas d'actualité, de porter un jugement sur ce qui est fait, mais bien de se poser dans une perspective compréhensive des politiques territoriales autour de la petite enfance, et en particulier de s'interroger sur la prise en compte des inégalités sociales dans ces politiques publiques. Donc, je vais commencer, et ce sera une grosse partie de mon intervention, à vous présenter effectivement le projet de recherche et ce que l'on a pu mener, avant de conclure effectivement par rapport aux questions qui nous avaient été adressées pour construire cette session autour des questions d'évaluation, puisque je pense que ces travaux, comme les deux présentes présentations, contribue, je pense, à réfléchir aussi cette question de l'évaluation des politiques et des actions visant à réduire les inégalités sociales de santé. Alors, petite enfance, inégalité sociale et développement de l'enfant. Alors, je ne vais pas y revenir de manière très longue, puisque ça a été déjà évoqué assez largement ce matin, et puis la présentation de Sandrine Lioré est également revenue sous l'angle de la nutrition. Donc, on retrouve effectivement ces éléments-là, c'est-à-dire des inégalités qui sont toujours plus prégnantes dès le plus jeune âge, et effectivement un intérêt à développer l'action précoce dès la naissance, et même en amont de cette naissance, hein, et c'est ce qu'évoquait Sandrine Lioré autour des programmes des 1000 premiers jours. Et puis, deuxième dimension aussi, là, en lien à la fois avec le travail et les actions qui peuvent être menées au niveau de la petite enfance, mais aussi dans ce qu'on identifie autour de la lutte contre les inégalités sociales, et en particulier les inégalités sociales de santé. C'est ce qu'évoquait juste à l'instant Éric Breton et Yann Lebaudot autour de l'action intersectorielle. Donc, cette double perspective que l'on va ici regarder dans ce travail autour de la petite enfance, a souligné effectivement qu'on s'intéresse, et quand on a commencé à travailler sur cette dimension-là, et sur ce projet-là, la scolarisation n'était pas, l'instruction, pardon, n'était pas encore obligatoire à partir de 3 ans, mais elle était à 6 ans quand on a commencé en 2017-2018. Et on avait un souhait d'intégrer, au-delà des 1000 premiers jours, hein, qui s'arrêtent du coup vers les 2 ans de l'enfant, de pouvoir aussi intégrer dans notre travail, notamment dans cette perspective intersectorielle, l'école maternelle comme l'un des services où on va aussi retrouver l'ensemble des enfants d'une classe d'âge. L'idée était en effet d'avoir une approche écosystémique dans la lignée de ce qu'on peut retrouver dans les travaux de Bronfenbrenner autour du développement de l'enfant, mais aussi de manière plus large sur les approches socio-écologiques dans lesquelles s'enracinent aussi les travaux autour des déterminants de la santé. C'est ce qu'on voyait aussi ce matin dans les présentations introductives qui ont eu lieu, et puis dans les travaux, et les travaux présentés également, qui montrent bien aussi l'enjeu justement de pouvoir à la fois mesurer, mais aussi rendre compte et donner à voir les interactions, la pluralité des facteurs qui vont intervenir ici, dans notre cas, dans le développement de l'enfant et dans ce qu'il va pouvoir vivre au quotidien à partir de sa naissance.
Donc l'idée est de pouvoir d'avoir un modèle qui nous permette de penser la complexité de ce qui va se jouer sur cette période de la petite enfance, de pouvoir aussi penser l'articulation entre les différents systèmes au milieu desquels l'enfant va évoluer de la manière la plus proximale, mais aussi de la manière la plus distale, pour essayer de comprendre les différents enjeux, les différents éléments et qui vont être à l'œuvre dans ce travail autour du développement de l'enfant. Avec, et en l'occurrence sur ces questions de la petite enfance, une dimension aussi du temporel, donc de ce qu'on peut appeler le chronosystème, qui est particulièrement importante quand on voit l'évolution que l'on a eue en termes de politique publique autour de ces 4-5 dernières années, pour ne prendre que les évolutions les plus récentes. Alors, si on regarde justement de manière plus précise ces politiques s'adressant donc aux jeunes enfants de 0 à 6 ans et à leur famille, et je dirais même plus particulièrement dans ce que nous, on a regardé, je dirais presque plus même des 2 mois et demi, je dirais, jusqu'aux 6 ans, c'est-à-dire que dans les travaux qu'on a pu réaliser, touchant vraiment de la périnatalité et du moment en fait du congé maternité, on ne l'a pas directement étudié, mais l'idée quand même que sur cette période-là, on se retrouve avec un croisement des politiques publiques qui vont émerger dans différents champs institutionnels, d'une part, donc l'éducation, politique éducative, politique familiale, politique de santé, bien évidemment, et qu'elles vont se croiser au niveau national, du niveau national jusqu'au niveau local, avec un échelon qui va nous intéresser plus particulièrement, 2 échelons qui vont nous intéresser plus particulièrement, le niveau départemental et le niveau local, c'est-à-dire celui des communautés de communes et ou des villes. Une des observations qui ont pu être faites aussi dans les travaux antérieurs sur le champ de la petite enfance, c'est qu'on est vraiment sur des politiques publiques qui ont été impactées, ou en tout cas qui se sont aussi construites dans un contexte de décentralisation, avec du coup une multiplication aussi des niveaux de gouvernance et de responsabilité autour de ces questions-là. Il n'empêche que quand on regarde très concrètement les acteurs qui vont être amenés à opérationnaliser les différentes politiques, qui vont être aussi, je dirais, au plus près des jeunes enfants et de leurs familles, on retrouve le niveau local et en particulier ce que l'on a appelé les collectivités territoriales de proximité. Donc, comme je le disais, les villes ou les communautés de communes, en particulier pour les communautés de communes qui vont se saisir de cette compétence petite enfance. Donc, l'idée de pouvoir regarder ces dimensions-là et de pouvoir du coup s'interroger concrètement avec une question de recherche qui s'est affinée autour d'essayer de comprendre comment ces collectivités territoriales de proximité sont amenées à prendre en compte les inégalités sociales dans leur politique publique, sachant qu'elles sont, je dirais, libres d'une certaine manière d'adresser ou non ces questions-là. Donc l'idée a été, dans le travail que l'on a pu réaliser, de pouvoir d'une part effectivement interroger de manière directe les acteurs de ces collectivités territoriales, mais aussi surtout de s'intéresser concrètement aux enjeux associés à la petite enfance et aux réponses qui sont apportées au niveau local. C'est-à-dire qu'on a aussi déplacé la focale de la recherche en s'interrogeant et en se demandant très concrètement qu'est-ce qui est proposé aux familles dans les différents secteurs qui vont faire leur quotidien et auxquels elles vont être confrontées au quotidien
au fur et à mesure où leur enfant va grandir. Et qu'est-ce qui va être proposé? Quels sont du coup les enjeux auxquels ces propositions tentent de répondre? Et du coup, de manière un peu transversale, comment est-ce qu'on va retrouver ces questions d'inégalité sociale dans ces enjeux, puisqu'on se rend compte dans les terrains, le travail empirique que l'on a pu réaliser, que les inégalités ne sont pas nécessairement prises en compte de manière frontale, hein, mais bien de manière transversale, en essayant de répondre aux enjeux du quotidien, à la fois des collectivités territoriales et puis derrière de leurs administrés, en fait, des familles qui fréquentent, ou qui vivent sur leur territoire. Hop, alors, en termes de méthodologie, on est sur une méthodologie qui est principalement qualitative et avec un fonctionnement du coup par étude de cas, avec du coup des travaux qui ont été conduits sur 4 terrains d'études dans 2 départements différents, 2 terrains plutôt, 2 terrains urbains, alors plutôt des villes de taille moyenne, et 2 communautés de communes, donc plutôt avec une valence rurale, puisque les derniers travaux, notamment au niveau de l'INSEE et d'autres agrégateurs de données, on voit bien la différence en particulier sur ces questions de la petite enfance, du lieu de résidence entre milieu rural et milieu urbain. Préciser effectivement que on n'est pas là dans un objectif d'être dans une perspective de représentativité, c'est-à-dire que nos terrains d'études n'ont pas été choisis dans cette perspective-là, mais ils ont été choisis dans l'idée de pouvoir avoir des terrains qui ont des dynamiques contrastées en termes de petite enfance et en termes d'inégalité également. Et j'y reviendrai un petit peu par la suite en vous présentant de manière un peu plus détaillée ce qu'on ressort sur ces aspects-là. Et excusez-moi, détaillé mais concentré malgré tout. Mais concentré malgré tout, j'ai bien noté. De dire quand même que, et c'est peut-être quelque chose qui est aussi important et qui me paraît en tout cas à noter, notamment dans cette perspective d'évaluation des politiques publiques, c'est que ces choix de terrain n'ont pas été faits indépendamment des partenariats qui ont pu être noués au niveau des 2 départements. C'est-à-dire qu'on a eu un travail partenarial et co-construction des terrains d'études en amont avec les différents responsables régionaux et départementaux concernés par ces questions de petite enfance. Les données recueillies très rapidement, pour le coup, donc je le disais, un travail essentiellement qualitatif pour comprendre les politiques publiques au niveau local, en s'intéressant assez classiquement, je dirais, aux documents de fonctionnement et de programmation en rapport avec effectivement les différentes institutions qui interviennent, et puis des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés auprès des responsables de ces différentes institutions. Donc on en est à peu près à une cinquantaine d'entretiens réalisés sur l'ensemble des terrains d'études. Et puis un travail aussi qui a été important pour nous, là plutôt d'ordre quantitatif, pour être en capacité de pouvoir comprendre nos terrains d'études, et notamment du point de vue des inégalités sociales, et de pouvoir caractériser également l'offre de services dédiés à la petite enfance qu'on retrouvait sur ces terrains-là. Donc du coup, un travail un travail d'analyse secondaire à partir des données existantes et puis des grands agrégateurs que l'on peut retrouver au niveau français, avec du coup 3 dimensions qui ont été explorées d'un point de vue démographique, socio-économique et puis en termes d'équipement. Et puis donc très rapidement, pour vous donner un aperçu, on est effectivement sur 4 terrains d'études qui vont se positionner sur ces 3 dimensions de manière légèrement différente. On va retrouver notamment une communauté de communes qui est plutôt jeune, avec une population en augmentation, alors que les autres territoires soit sont constants en termes de population, soit sont plutôt sur des populations vieillissantes. Des territoires urbains, alors assez classiquement,
pour le coup, puisque c'est ce qu'on retrouve dans d'autres études qui vont présenter proportionnellement un nombre de familles monoparentales plus importante. D'un point de vue socio-économique, on retrouve là aussi des territoires qui globalement sont, pour le coup, présentent moins de professions supérieures que la moyenne française. Donc, a priori, des territoires qui vont être potentiellement plus défavorisés, et en particulier l'un de nos territoires urbains qui se retrouvent qualifiés de vraiment défavorisés. Et puis des dynamiques que l'on va retrouver justement entre urbain territoires urbains et territoires ruraux, que l'on retrouve de manière assez classique en termes de trajectoire de résidence et de circulation. Et puis enfin, un équipement à destination, concernant les équipements à destination des 0 à 6 ans, des territoires ruraux qui s'investissent récemment autour de ces sujets-là, et puis des territoires urbains sur lesquels on va retrouver des secteurs en réseau d'éducation prioritaire. À noter que sur ces aspects-là, même si on a une dimension relativement micro, échelle de la ville, hein, on est sur des villes moyennes ou sur des communautés de communes, on observe quand même que ce soit au niveau des IRIS ou quand on descend au niveau des villes ou quand on descend au niveau des communes, des disparités infraterritoriales assez fortes. Donc, on essaye aussi de prendre en compte dans nos analyses. Pour vous donner un aperçu de ce qu'on a pu identifier en termes d'enjeux dans ces politiques, des choses qu'on va retrouver sur ces différentes dimensions-là. Donc, une pluralité d'enjeux. Le premier qui va ressortir, et c'est assez frappant dans les échanges que l'on peut avoir, puisqu'on est vraiment aussi sur des perspectives intersectorielles, donc on va retrouver aussi bien les conseils départementaux au travers des PMI, des services de protection maternelle et infantile, mais aussi tout ce qui va relever de l'aide sociale à l'enfance. Que ce soit du côté donc, des conseils départementaux ou de l'éducation nationale, ou encore du côté de la CAF, cette dimension-là qui va être particulièrement importante, qu'on retrouve autour de deux grands pôles. D'une part, je dirais, mais là en référence à la politique familiale française et historiquement à la manière dont c'est aussi construit le champ de la petite enfance, et en particulier ce qui va relever des modes de garde hors du domicile familial, la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, qui amène du coup les collectivités territoriales à réfléchir à ce qu'elles peuvent mettre en place sur leur territoire pour répondre à ces enjeux-là. Et puis d'autre part, sur l'accompagnement des familles, c'est tout ce qui va relever aussi de l'accompagnement à la parentalité, avec là des dynamiques et des éléments qui vont permettre d'expliquer les réponses publiques qui sont proposées sur les territoires en fonction là de dynamiques propres, à la fois du côté de territoires qui vont plutôt être proactifs et se saisir d'opportunités qui peuvent être du coup autour et d'opportunités impulsées soit par les conseils départementaux, soit du côté de la CAF, pour pouvoir développer leur offre de services. Et c'est en particulier le cas par exemple sur les lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu éducatif pour tous. Et là, on va retrouver peut-être plus en lien aussi avec les questions de mixité et du coup derrière, mais sur du long terme, sur cette question de la lutte et contre les inégalités sociales, de manière plus générale, cette idée qu'on va pouvoir travailler les inégalités en termes de réussite éducative ou de réussite scolaire en travaillant cette dimension de la socialisation, notamment par l'intermédiaire et en facilitant l'accès à ces dispositifs à des familles identifiées comme vulnérables. Et c'est notamment là sous l'impulsion des conseils départementaux ou alors des CAF, au travers des indices de vulnérabilité et du coup derrière des conditions de financement des accueils
notamment collectifs pour les jeunes enfants, et puis les dispositifs aussi de préscolarisation, alors ce qu'on appelle préscolarisation, qui deviennent du coup de la scolarisation précoce pour les enfants de 2 à 3 ans, et donc tous les dispositifs de classe passerelle qu'on va retrouver, et du coup des questionnements notamment en termes de continuité, en termes de transition qui vont se jouer dans le quotidien des enfants et du coup à un échelon territorial. Comment est-ce que on passe de l'accueil collectif à l'école et à la classe passerelle qui est de l'autre côté de la route, pour prendre l'exemple d'une des communautés de communes qu'on a pu étudier. 1 minute pour conclure. Et 1 minute pour conclure, je vais repasser directement à la conclusion. On pourra revenir sur les différents enjeux peut-être dans la discussion. Mais du coup, en conclusion, alors des perspectives en cours pour poursuivre ce travail-là, pardon. Et puis, du coup, en termes de conclusion, qui permettra peut-être d'ouvrir aussi le débat, c'est-à-dire que quand on parle d'évaluation des politiques publiques dans la perspective de réduction des inégalités sociales et notamment des inégalités sociales de santé, une vigilance par rapport à voir qu'on est sur, en l'occurrence pour la petite enfance, notamment dans cette perspective intersectorielle, à une contribution effectivement à la réduction de ces inégalités, mais on l'a bien compris depuis ce matin qu'on n'est pas sur une politique, mais bien sûr des politiques. Et puis quand on s'intéresse au milieu, enfin au niveau vraiment territorial, des enjeux qui vont être d'abord ceux du quotidien et ceux des territoires avant d'être éventuellement des contributions à une dimension plus lointaine de réduction des inégalités. Ce qui veut dire qu'en termes de choix des critères et des indicateurs, en termes notamment d'évaluation, c'est une réflexion et c'est ce qui a été évoqué aussi par M. Lombraille en introduction, c'est comment est-ce qu'on prend en compte la complexité des déterminants, comment est-ce qu'on intègre aussi ces dimensions de processus, et la question de la temporalité aussi pour pouvoir observer des modifications dans ce que l'on peut travailler et dans ce qu'on peut viser, notamment en termes de réduction des inégalités. Et je vous remercie. Et bien évidemment, je remercie les soutiens dont on peut bénéficier pour conduire cette recherche qui est encore en cours. Alors, une question anonyme. Est-ce que les barrières, alors il y en a 3. Sandrine, je vous propose que vous les nommez toutes les 3 et vous ferez le tri. Est-ce que les barrières et leviers des professionnels de santé qui incluent les patients vont être étudiés et documentés afin d'apprendre et de proposer des solutions à ces barrières pour une transférabilité? Ça, c'était la première. Il y a une autre question anonyme. Un suivi de plusieurs années après les 24 mois est-il envisagé pour évaluer l'impact à moyen terme de cette intervention? Et une question qui n'est pas anonyme, celle-là, de M. Cyril Pierre, que je salue à l'occasion avec plaisir. Est-ce que les relations entre les différents acteurs impliqués dans le projet sont étudiées? Évaluation de processus, précise-t-il entre parenthèses, c'est délicat de sa part. Ces relations pourraient conditionner le succès ou non de l'intervention et influencer sa transférabilité. Ça vous inspire quoi, Madame Muret? Il y a beaucoup de questions. Je vais commencer par le micro, probablement, ça sera parfait. Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, par rapport à... Mais vous avez entendu les questions? Vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Par rapport à la dernière question, c'est vrai que j'ai uniquement parlé du volet qualitatif tel qu'on entend le déployer au niveau des familles incluses dans l'essai, mais bien évidemment, dans le cadre de cette analyse des processus qu'on va renforcer avec le volet qualitatif, on a l'intention de mener et d'ailleurs on a déjà commencé, des entretiens semi-directifs auprès des acteurs de la recherche, que ce soit les acteurs de chez Malin, l'association, ou encore à l'INSERM, et les diététiciennes qui vont au domicile des familles. Donc ça, c'est dans le cadre de l'étude écaille, c'est prévu et c'est déjà amorcé. Ce qui serait très intéressant, c'est de mener aussi de tels entretiens auprès des acteurs du programme Malin sur les sites du programme Malin dans sa vraie vie. Ça permettrait d'avoir finalement les deux études complémentaires sur voilà, des terrains différents et ça permettra d'avoir une approche un peu plus complète
et comparative entre la recherche et le programme dans sa vraie vie. Donc ça, c'était un premier élément de réponse. Le suivi au-delà de 24 mois, évidemment, on en rêverait. Le problème en fait de cette étude, c'est qu'on a toujours la contrainte de déjà réussir à la terminer dans le schéma qui a été prévu, c'est-à-dire déjà inclure toutes les familles qu'on souhaitait inclure et les suivre jusqu'au bout. Donc c'est compliqué à l'heure actuelle de se projeter plus loin, mais on verra quelles sont les opportunités quand on pourra se poser cette question plus concrètement. Mais cela demandera de toute façon des financements complémentaires. Et alors, j'avoue, la première question, je l'ai oubliée, c'était une question sur les barrières, mais je ne me rappelle plus vraiment de... Et puis, je ne vous entends pas, Monsieur Lombrail. Je vais essayer de la trouver. Est-ce que les barrières et leviers des professionnels de santé qui incluent les patients, c'est énervant. Vous ne m'entendez pas? Si, ça y est, ça y est. Du tout? Si. Allô, allô? Oui. Il faut me relayer alors. Non, mais je vous entends, allez-y. Ah, bon. Alors, vous m'entendez? Donc, la question, c'est est-ce que les barrières et leviers des professionnels de santé... Oui, donc est-ce que les barrières et leviers des professionnels de santé qui incluent les patients vont être étudiés et documentés afin d'apprendre et de proposer des solutions à ces barrières pour une transférabilité? Alors, de fait, nous les étudions de très près au fil de l'eau parce que, comme je vous l'ai dit, les inclusions, c'est un des points faibles de l'étude écaille. On inclut beaucoup plus lentement que prévu. Et au fil de l'eau, nous décelons des leviers d'optimisation, mais également des barrières, et on les partage régulièrement avec l'équipe de terrain, l'équipe des soignants. Et quand on dit soignants, en fait, cela implique des discussions avec, d'une part, les sages-femmes, des discussions avec les gynéco-obstétriciens, d'autres discussions avec les internes. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir des chiffres au fil de l'eau, parce que c'est toujours un petit peu plus concret de leur montrer, ben voilà, quand on parvient à faire l'information en face à face dans la foulée de la consultation, on augmente la participation, et cela permet finalement d'identifier ensemble des leviers pour renforcer la probabilité que ça se fasse. Donc ça, on le fait déjà, et je pense que à l'issue de cette recherche, on ira peut-être plus loin. Il serait intéressant de faire des entretiens semi-directifs avec les soignants, peut-être, pour avoir leur point de vue sur cette recherche, ce qui pourrait être utile ensuite en termes de transférabilité pour le programme Malin, parce que ça peut être tout à fait un schéma pour le programme, pour inclure aussi des familles à terme dans le cadre du déploiement national. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous propose d'en rester là. S'il nous reste un petit peu de temps, vous aurez le droit de rajouter des commentaires. Je passe à la présentation d'Éric Breton et Yann Lebaudot. Deux questions, messieurs. Donc d'abord, je vous remercie pour votre présentation. Est-il prévu d'investir la nature des profils des coordinateurs, d'investiguer, pardonnez-moi, ainsi que le type du portage, commune, agglomération, communauté de communes, des contrats locaux de santé qui peuvent impacter leur orientation? La deuxième question est tout aussi anonyme que la première. La voici. Vous dites qu'une évaluation n'a pas été prévue dans cette étude, mais pourrait-elle être une suite pour étudier l'efficacité de ce dispositif et levier barrière? À vous, messieurs. On n'entend pas, Eric. Alors, je vais commencer du coup. Alors, sur le. Yann, j'ai mal compris les questions. Alors, oui, c'était les deux premières questions sur est-ce qu'on avait investigué le profil des coordinateurs de CLS d'une part. Je vais faire vite. Est-ce qu'on avait étudié aussi les différences en fait, des différences en termes de portage des CLS par les différentes collectivités? Donc, on l'a étudié à la fois dans le chantier 1 alors c'est effectivement des variables importantes dans les deux cas. Sur le profil du coordinateur, c'était
pas toujours évident dans l'étude documentaire de le repérer parce qu'en fait, on se rend compte que les coordinateurs ne sont pas recrutés au même moment quand il y a élaboration du contrat local de santé. Et c'est un exemple d'ailleurs qu'on peut citer de l'influence qu'ils peuvent avoir. Pour ne citer qu'un parmi beaucoup d'autres, mais on sait par exemple que certaines collectivités et dans certaines régions, le choix est fait de recruter un coordonnateur de CLS le plus tôt possible ou de mobiliser un coordonnateur qui deviendra plus tard le coordonnateur de CLS pendant l'élaboration parce qu'il a l'historique et la connaissance du territoire et des acteurs et que ça c'est quelque chose de très important derrière pour développer le plan d'action et suivre l'élaboration du CLS. Alors que dans d'autres cas, parce que le poste n'existait pas ou que un choix différent a été fait ou par rapport à des diverses sortes de contraintes, le coordonnateur de CLS va être recruté au moment où le CLS est signé et se met en place. Et donc là, il arrive à un moment un peu en aval et où effectivement il y a ce travail à faire de tissage de liens avec les acteurs qui est à reprendre un peu différemment. Donc oui, c'est une variable qui apparaît importante dans les témoignages qu'on a pu entendre. Ça apparaît important. Alors, on n'a pas forcément regardé le profil des répondants, des coordonnateurs, pardon, de manière systématique, mais quelques informations. Puis Eric pourra compléter là-dessus. On sent qu'il y a une recherche de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit côté collectivité ou ARS, d'avoir des profils avec une compétence, une montée en compétences spécifiques sur la coordination et le travail de réseau à faire sur des dispositifs comme ceux-là, où il y a vraiment un gros travail de lien à développer. Et donc, on n'est plus sur des coordonnateurs de CLS ou on n'est pas sur des coordonnateurs de CLS qui vont être eux-mêmes porteurs d'action. On est vraiment sur un profil de coordination qui est décisif pour faire le lien. Donc, on entend beaucoup ça, et en même temps, on entend aussi le fait que c'est un point et une variable importante parce que on se rend compte que quand il y a un turnover ou à un moment donné un départ sur ce genre de poste, eh bien, il peut y avoir, ça peut être une variable un peu critique pour, dans certains cas, pour maintenir la dynamique. Donc ça, c'est des choses qui sont apparues très, très importantes. Et sur le portage des collectivités, oui, évidemment, on a regardé, il y a beaucoup d'intercommunalités qui sont signataires dans notre échantillon. Selon les régions, parfois, il y a aussi une grande part de communes et parfois, on a donc aussi des syndicats mixtes ou dans des cas plus rares, des parcs naturels ou des collectivités qui ont un profil un peu plus spécifique. Mais là, il y a eu, en fait, on est aussi sur une période dans… Les CLS ont démarré il y a déjà plusieurs années. Ils sont montés en nombre, en volume et avec le souhait de plus en plus partagé de couvrir le territoire de manière plus importante, avec l'enjeu du coup de l'échelle à laquelle il était le plus pertinent de contractualiser. Sachant qu'effectivement les communes peuvent le faire, les communautés de communes peuvent le faire aussi. Alors il y a l'enjeu de la couverture territoriale et de population, mais à côté de ça, il y a aussi des enjeux de négociation et de mise en œuvre des contrats qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est à l'échelle des communes ou des intercos, parce que les compétences ne sont pas les mêmes, parce que la connaissance du territoire n'est pas la même. Donc là où on peut gagner parfois dans les témoignages de ce qu'on entend, j'essaye vraiment à la volée de tirer quelques enseignements. Là où on peut avoir un gain en termes de couverture territoriale plus large, on peut aussi avoir une perte au niveau de la connaissance du territoire et de l'activation de certains leviers qui sont à la main des communes et non pas des intercos, etc. Donc c'est un enjeu. Voilà. Je sais pas, Eric, si tu veux compléter, puis peut-être la troisième question qui portait sur est-ce qu'il y aura une évaluation à proprement parler dans la suite de Clotaire. En fait, oui, pour la première question, effectivement, la difficulté, c'est qu'on n'était pas dans une étude prospective. Donc, on regardait les contrats et donc, d'une part, qui est à la base du contrat? On avait vraiment imaginé une étude, d'aller demander la formation et tout ça des répondants. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, en raison du turnover important, très important au niveau de l'animation, donc la coordination des CLS, une minute alors. Pardon?
Donc, on aurait donc des grands problèmes à retrouver les gens. Et effectivement. Donc, mais par contre, dans le volet un peu Clotaire 2 qu'on fait avec l'ARS Bretagne et Pays de la Loire, on voit, on interviewe on y va par des études de cas avec toute une série de CLS. Et là, on voit effectivement le rôle névralgique que jouent les coordinations de CLS. C'est extrêmement important et encore plus dans le contexte de la pandémie. Hein. Et donc, c'est là que se fait ou se défait le CLS. Une coordinatrice, je dis bien une parce que la grande majorité sont des femmes, qui quittent un CLS, c'est effectivement, on enlève le nœud qui permet toute la mise en réseau. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, dans les autres phases qui s'en viennent, effectivement, on veut avoir un impact, on veut voir, être capable de les saisir, les effets générés par ces CLS-là. Donc, ça, il va falloir du financement. C'est absolument fondamental. Mais comme ce sont des actions très complexes, des systèmes complexes d'acteurs, c'est difficile d'aller chercher les faits. Je me tais. Voilà. Mais c'est souligné, il me semble, l'enjeu de formation des coordonnateurs et d'accompagnement des coordonnateurs et de l'ensemble du collectif qui porte un CLS, quoi. Bon, alors il y a deux questions pour Madame Kevel. J'espère qu'elle m'entend. La première, les deux sont anonymes. Est-elle au courant des travaux menés par le séminaire Premier Pas sur l'accueil de tous les enfants, tout est en majuscule, en lieu d'accueil 4 demi-journées? La deuxième question, c'est en parlant de parentalité, quid des financements attribués annuellement pour une action dont il paraît difficile d'évaluer le bénéfice à l'issue d'un an? La temporalité du décideur financeur, ARS par exemple, n'est pas celle de l'implantation et de l'appropriation par la population, d'autant plus si elle est incluse dans le montage du programme, il me semble. Comment envisager des financements pérennes sur plus longtemps? Je ne suis pas sûr que la chercheuse puisse répondre, mais je lui livre malgré tout la question. Merci pour ces commentaires, effectivement, et questions. Alors, sur la dernière question, effectivement, je partage le constat et l'interrogation. Effectivement, je ne serais pas en mesure d'y répondre, mais ça concerne la parentalité, mais je pense que ça concerne aussi beaucoup des actions qui visent justement à réduire les inégalités sociales de manière plus générale. Et je pense que c'est un peu ce qu'évoque l'ensemble des présentations depuis ce matin, et en particulier celle que l'on a évoqué là cet après-midi, quand on voit les travaux de Madame Lioret qui s'inscrivent sur 24 mois, effectivement, minimum. Effectivement, on sent bien qu'un financement sur une année n'est certainement pas suffisant, mais ça concerne, je dirais, plus largement les travaux qui peuvent, enfin, des choix politiques, des choix des décideurs politiques. Donc peut-être que ça sera un des éléments abordés dans la suite de la journée, et des liens qui peuvent être faits entre recherche, décision politique et évaluation sans doute. Sur le premier commentaire que effectivement j'avais vu dans le chat, effectivement, il y a beaucoup de travaux qui se font à l'heure actuelle sur ce domaine-là, et je n'avais pas connaissance de ce séminaire, donc j'en prends connaissance avec plaisir, hein, et j'irai regarder effectivement de plus près pour pouvoir croiser les travaux, parce que certains des travaux sur lesquels on peut se référer commencent à avoir déjà quelques années. Pour autant, on voit que les choses n'ont pas forcément changé. Donc, ce serait intéressant à creuser de ce côté-là, et sur les initiatives qui peuvent être portées par ailleurs, hein, puisqu'elles sont aujourd'hui nombreuses sur ce champ de la petite enfance. Merci Marie-Renée.